Bonjour Jean-Louis Bignon. Bonjour. Alors, vous êtes ancien délégué général d'Interbev, c'est-à-dire l'interprofession qui s'occupe à la fois du bétail et de la viande. Oui. On va parler de l'interprofession et de ses relations, la façon dont ça se passe avec les offices. Mais d'abord, l'interprofession qui a été créée à ce moment-là, s'est fait dans un contexte absolument dramatique. C'était les années 80 et on était en plein dans la crise du veau aux hormones. Ça a été une urgence pour vous finalement de structurer l'interprofession. C'était déjà dans les limbes, on avait commencé à travailler, mais l'interprofession, je crois, a été créée en fin 79, et en 1980, il y a eu effectivement le boycott du veau, lancé par UFC Que Choisir, et qui a bien réussi parce que le veau aux hormones, les gens n'en voulaient pas, et le veau, c'est pas un aliment indispensable, donc il était facile de s'en passer. Le marché a plongé. Moins 50% d'un seul coup. Les producteurs, évidemment, se sont retrouvés avec des revenus dramatiquement à la baisse. Et il a fallu trouver une solution pour changer le marché, l'améliorer, le retrouver, le redresser. Et la solution, c'était d'acheter les veaux qui étaient en trop. Alors, on va y revenir, mais c'était une des premières fois où les associations de consommateurs jouaient un tel rôle et où ça avait une conséquence aussi forte sur le marché. Si vous tapez boycott du veau UFC Que Choisir sur Google, on va vous dire c'est le premier boycott alimentaire réussi en France. Oui. Et donc vous avez pris nouveau. Ça en plein. Voilà. Vous étiez en train de vous structurer, vous avez pris ça. Voilà. Donc ça a été une thérapie de choc, si j'ose dire. Ah, ça c'est certain. Et ça, à la fois, on pourrait presque prétendre que ça a facilité les choses parce que du coup, dans l'urgence, il a fallu avancer sur le point qui est toujours difficile dans une interprofession, la création des moyens financiers, de la cotisation. La solution qui avait été trouvée, c'était que l'office, Onibev à l'époque, prédécesseur de l'Ofival et de France Agrimaire, l'office a prêté de l'argent, dans mes souvenirs 11 millions de francs, ce qui n'était pas une petite somme à l'époque, pour racheter des carcasses de veaux qu'on a exporté en Pologne à l'époque, je me souviens, à des prix évidemment très bas. On était pratiquement à moitié prix d'avant la crise. Et du coup, d'ailleurs, ça a permis de tenir le choc pour les éleveurs. Et la consommation est remontée assez vite, mais elle a perdu 10% qu'on n'a jamais retrouvé. Voilà. Ah oui. La totalité a duré combien de temps ? La totalité, je pense qu'au bout de 2 ans, on était revenu à moins 10% et on est resté ensuite à moins 10% avec une tendance à la baisse. Toutes les viandes sont avec une tendance à la baisse. Quand on dit viande, simplement préciser, c'est viande d'herbivore. Il y a une interprofession du porc et une autre de la volaille dont nous ne nous occupons pas. Alors ça vous a obligé aussi à créer une charte du veau sans hormones. Et oui. Ça, pour le consommateur, c'était une garantie. Oui, on a listé tous les producteurs. Alors, les producteurs de veaux, c'est particulier. Il y en a un certain nombre qui sont en intégration, c'est-à-dire que c'est leur fabricant d'aliments qui leur fournit l'aliment et qui les rémunère. Donc il était plus facile d'aller faire les listes de ces gens-là. Puis on a fait les listes aussi des producteurs indépendants. Et un par un, les gens signaient une charte du veau en échange d'un beau macaron et s'engageant donc à ne pas utiliser d'hormones. Et on avait mis deux ou trois petites choses en plus, mais l'essentiel c'était je n'utilise pas d'hormones. Alors dans cette tourmente-là, vous avez des souvenirs, d'autres souvenirs qui étaient... que vous pourriez raconter là, parce que ça a été violent comme choc. Ça a été violent. Ce qui était très amusant aussi, entre guillemets, c'est qu'en fait on s'est trouvé entre deux ministres. Donc on a démarré la crise avec M. Méhaignerie et on l'a terminé avec Mme Cresson. Alors, ce qui est un peu étonnant dans cette affaire d'ailleurs, c'est d'avoir été un peu à contre-courant. Au fond, l'office Onibev a été créé en 1972 par Jacques Chirac, dont ce n'était pas la tasse de thé politique. Et l'interprofession a été créée en 80-81 avec Mme Cresson, dont ce n'était pas la tasse de thé politique non plus. Oui, mais avec... Là, c'était une logique croisée, là. Absolument. Mais avec un homme qui faisait rien comme tout le monde et qui était le président à l'époque et de l'office et de l'interprofession, Marcel Bruel. Tout a été un peu facilité parce que c'était la même personne qui était à la tête de l'office et à la tête de l'interprofession. Tout à fait. Donc, ça a été une personnalité marquante. Ah, c'est une personnalité
qui dans le monde du bétail et des viandes a à peu près tout créé, depuis la grosse coopérative Socopa qui a été rachetée ensuite par Vital, jusqu'à l'Office. L'Office, c'est lui qui l'a quasiment exigé de Jacques Chirac et qui a fini par l'obtenir. Et l'interprofession, c'était quelque chose qu'il voyait lui aussi comme étant le moyen pour les professionnels d'avoir quelques moyens financiers. Son exemple, ou son nirvana, c'était l'organisation des céréaliers, bien sûr, avec l'Office des céréales et l'aval de l'ONIC, mais bien évidemment, en viande, on n'a jamais obtenu l'équivalent d'un aval qui était quelque chose d'impossible à l'époque. Pour la filière de la viande, c'était un visionnaire ou c'était quelqu'un qui était particulièrement volontaire et dynamique? Visionnaire pour moi, visionnaire réellement. Je pense vraiment que il avait une capacité d'entraînement, etc. Il sortait du syndicalisme agricole, il avait été secrétaire général de la fédération à l'époque. Au moment où il y avait les grosses crises en Bretagne aussi, on parle des crises bretonnes en ce moment, mais on ne se rappelle pas les crises du temps de Gourvenec ou de Léon, qui étaient quand même des gens où on avait mis les gens en prison à l'époque. Donc on ne le fait pas encore, ça viendra peut-être, j'en sais rien, parce que je crains que la crise ne soit pas passée. Mais Marcel Bruel était à l'époque secrétaire général de la fédération des syndicats, donc il était à l'avant-garde de ces choses-là, mais avec toujours une vision qui était: nous devons organiser le secteur des viandes comme les céréaliers ont organisé leur secteur, avec des moyens financiers pour de la communication, pour de la recherche-développement, et même lui envisageait même de créer une banque, puisque les céréaliers avaient leur banque. Bon, on n'est pas allé jusque-là. Mais et tous les maillons de cette chaîne de l'interprofession étaient d'accord, ou il y avait des gens qui... Non, ça a été quand même assez difficile. Je dirais même, c'est très bizarre. Celui qui était le plus opposé, c'est le président des abatteurs, Monsieur le maire Audouard, Ernest, pour ne pas le citer. Grand personnage aussi, très grand personnage, et qui était contre. Mais je suis allé dîner un soir chez lui, peu de temps avant son décès, peut-être 6-8 mois avant son décès, avec le président Bruel, et il y avait son successeur potentiel. Et il a dit à son successeur potentiel: moi, vivant, ça ne se serait pas fait, mais vous serez bien obligé de le faire. Donc je pense que Ernest Le Maire-Audouard avait la préscience des choses, et il est mort peu de temps après. L'interprofession a dû se créer, disons, un an après son décès. Mais pourquoi les intérêts parce que les intérêts sont très très contradictoires. Et Ernest Le Maire-Audouard n'était pas un homme de communication, donc vous ne voyez pas l'intérêt de la communication, pas un homme non plus de grande recherche. C'était un commerçant fondamentalement. Donc la liberté du commerce pour lui était fondamentale, la liberté des prix était fondamentale. Il faut se rappeler que la boucherie, si on remonte jusqu'à l'après-guerre, a connu un épisode long d'encadrement des prix et des marges. Donc pour la boucherie, tant la boucherie de détail que la boucherie de gros et les amateurs, la liberté des prix et du commerce, c'était quelque chose d'important. Et donc s'encadrer plus ou moins, et en plus en discutant avec des producteurs qui sont jamais contents, c'était pas facile, je comprends d'ailleurs. Alors, on vous a prêté de l'argent, vous avez emprunté, il a fallu rembourser. Oui. Vous avez remboursé, ça s'est passé comment? Ça c'est les cotisations. Le président Bruel a dit à ses collègues: on va créer une cotisation, mais on ne va pas la créer que sur le veau, on va la créer sur tous les bovins, ce qui fera une masse financière plus importante, nous permettra de rembourser la dette du veau assez rapidement et de partir vers des choses plus constructives. Et comme on était tout nu, ou à peu près, en fait, on a tout simplement, et elle lui a encore avec son appui, utilisé les services, non pas de l'ONIBEV, mais de l'ACOFA, qui était l'agence de paiement des offices, et qui nous a aidé à organiser le prélèvement auprès des abatteurs, puisque c'est là qu'on prélève la cotisation, et à le comptabiliser, etc. Alors évidemment, pour la COFA, c'était aussi une façon de s'assurer que l'argent rentrait bien et que l'ONIBEV serait remboursé, ce qui a été le cas. Mais ce remboursement, il était tolérable pour... on l'a étalé sur 5 ans de mémoire, ce qui d'ailleurs a toujours laissé dans la tête des autres producteurs que le veau, l'idée que le veau finalement avait coûté de l'argent. Bon, je pense qu'aujourd'hui les choses n'existent plus comme ça, mais c'est vrai que ça a été... Et il faut dire aussi que le veau avait, c'est ce que j'ai dit, une composante extrêmement puissante qui était les fabricants d'aliments d'allaitement, qui n'étaient pas dans l'interprofession et qui ne l'ont jamais été. Et donc, eux aussi, il a fallu leur faire admettre un prélèvement
de cotisation. Ouais. Ça n'a pas été tout seul. Le président de l'IFA, donc intersyndical des fabricants, Oui. était un homme pas facile. Alors, Je l'ai vu presque se battre physiquement avec mon président. physiquement. Oh, ça a été à deux doigts. Ah oui, d'accord. J'avais un président un peu sanguin. Il faut Oui. dire. Alors la crise du veau aux hormones, ça a duré, le temps que tout revienne à la normale, 2 ans. Un peu Je plus. pense, au bout de 2 ans, on était revenu à environ moins 10% qu'on n'a jamais retrouvé. Ouais. Hein. C'est assez Oui. court Donc, finalement pour une crise de cette ampleur. Il est intéressant de voir ça. Les crises, il y en a. Elles ont un effet parfois très, très brutal, ça a été le cas. Mais ensuite, les gens oublient vite finalement. C'est assez étonnant. Bon, on avait aussi fait ce qu'il fallait, puisqu'on avait créé la charte du veau, on garantissait le veau sans hormones, etc. Et là, le ministère a fait son boulot. Meignery, comme ensuite Madame Cresson, ont vraiment appuyé les choses. Et puis, comme on commençait à avoir un peu d'argent, on a pu aussi un peu communiquer. Ah oui. Hein, avec, là aussi, prioritairement sur le veau, avec l'argent venant du bœuf, mais bon. Oui, Voilà. il y a des vases communicants. Mais Là. assez vite, on a eu de l'argent et en quantité non négligeable. Ça permettait de faire ce qu'il fallait en communication. Hein, et ça a été le début d'un travail interprofessionnel classique, je dirais. Alors aujourd'hui, on est sur le stand de France Agrimaire. Oui, Donc la filière que vous représentez fait partie de France Agrimaire. oui. Comment ça fonctionne? Quelle vision vous avez maintenant? Parce que vous êtes retraité, Oui. mais vous devez garder un œil quand même. Je garde un œil, oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'amis encore dans le secteur. Je vais peut-être pas faire plaisir, mais parfois ça me rappelle le format. Il y a eu À l'origine, oui, Alors, oh là 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 là. à l'origine, Oui, oui. il y avait le Fonds d'organisation et de régulation des marchés agricoles, le 60 format. 61. Voilà. Mhm. Et dans lequel il y avait toutes les productions. Hein. Et donc on était une des composantes du format qui avait des activités de soutien de marché. À l'époque, on pouvait faire beaucoup plus de choses. L'Union européenne n'était pas si regardante. Mais ça rappelle un peu cette époque-là, dans laquelle, finalement, moi, il me semble, les professionnels ont pris quand même largement une autonomie qu'ils n'avaient pas. Bon, avec l'interprofession notamment. Hein. Et à partir de là, ce que peut faire la puissance publique, donc l'office pour eux, a pris un sens un peu différent. Bon, alors, il y a l'exportation et parfois un peu antinomique. Par exemple, on s'est battu avec l'office. On s'est battu avec l'office sur qui allait être responsable de la classification des carcasses dans les abattoirs. Oui. C'était le boulot de l'office. L'interprofession, petit à petit, l'a pris. Alors là aussi, il faut faire les choses intelligemment. Qui est-ce qui est venu pour diriger ça à l'interprofession? C'était le responsable de la chose à l'office qui a été détaché par l'office. Donc vous voyez, on peut faire les choses la boucle, oui. sans se battre, même si on se sent parfois un peu concurrent. Je pense qu'aujourd'hui, l'office est important encore pour les professionnels, mais certainement moins. Il y a beaucoup moins d'argent. Hein. L'époque n'est plus la même. Nous allions avec l'interprofession et le soutien de l'office en sous-main, on allait chercher pas mal d'argent à Bruxelles à l'époque pour la communication. Tout ça a disparu complètement. Hein. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent les professionnels, il faudrait le leur demander aujourd'hui, mais pour moi, on est revenu à quelque chose dans lequel c'est un lieu où on peut discuter des affaires en responsable professionnel ayant quand même quelques moyens et qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour améliorer les choses. Bon, je sais qu'il y a eu notamment toute l'histoire des animaux trouvés morts en ferme, c'est-à-dire de l'équarrissage, qui a été là aussi un ping-pong entre France Agrimaire et c'était même peut-être encore l'OFIVAL et l'interprofession. Mais donc, avec France Agrimaire, il y a une force de frappe, d'expertise, de conseil, Oui. Alors, et oui. puis pour l'export. Pour l'export et pour tout ce qui est analyse économique. Hein. Ça a fait partie des choses que moi je pensais qu'il fallait que les professionnels aient leur propre expertise économique. Les professionnels eux-mêmes m'ont dit, écoute, l'OFIVAL fait bien son boulot là-dessus, hein, les services d'expertise économique sont bons, pourquoi les doubler? En plus, on avait l'Institut de l'élevage bovin, qui est devenu IDEL, je crois maintenant, et qui faisait un petit peu de travail dans ce sens-là. On n'a jamais mis en place un service d'études économiques et on s'est toujours appuyé sur celui de l'OFIVAL. Est-ce qu'il y a un souvenir, à part cette crise du veau aux hormones, mais des souvenirs qui émergent et auxquels vous êtes attaché, que vous gardez de cette période?
Oui, c'était quand même cette espèce de connivence, bizarrement, sous un espèce d'aspect de concurrence. En fait, on n'était pas vraiment en concurrence, plutôt en connivence, c'est-à-dire tu fais ça, moi je fais ça, etc. Je me souviens qu'à l'époque, alors c'était quelle année? Je vais vous le dire, parce que j'ai noté ça, oui, 86-88. Oui. François Guillaume, ministre de l'Agriculture. François Guillaume était un personnage particulier qui avait été à la FNSEA avec Marcel Bruel. Et François Guillaume, son idée c'était on supprime les offices et on ne fait que des interprofessions et on transfère tout le travail des offices aux interprofessions. Oui. Et Marcel Bruel à l'époque a publié un article en expliquant pourquoi il ne le ferait pas. Bon, on s'est un peu fâché avec François Guillaume, Oui. qui reste un ami quand même, donc il n'y a pas de problème. Mais parce que Marcel Bruel était à l'époque encore dans les deux, et donc il ne voyait pas l'intérêt de transférer la chose à l'interprofession entièrement. Hein, et considérait que l'office, il y avait aussi quand même un peu d'argent public et que ça aurait été dommage de s'en priver. Donc voilà un peu je ne suis pas sûr que dans tous les secteurs ce soit la même chose, cette espèce de connivence qui était largement due au fait que le président était le même et que en 80, son directeur de la Confédération de l'élevage est devenu directeur de l'office, M. Mazeran. Hein. Et donc, c'était vraiment assez facile. Hein. Moi, je passais ma vie entre les deux. Entre les deux. Ouais. La filière aujourd'hui, elle se porte bien? Non. Pour vous? Non. Non. Elle se porte très mal. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu perdu le sens du dialogue. Ce qui s'est passé hier, ici même sur le salon, moi, me paraît inconcevable. Mais bon, c'est comme ça. Je ne suis plus aux affaires et donc je n'ai pas à juger. Mais elle ne se porte pas bien. Ce qui crée des relations relativement détestable, si j'ai bien compris, et je n'envie pas mon successeur, mais il a du talent, et donc il fait avec l'époque, hein, ça change, c'est comme ça. Moi j'ai eu du mal à créer l'interprofession, ce que j'aimerais c'est qu'il n'ait pas trop de mal à la conserver. Voilà. Jean-Louis Bignon, je vous remercie. Merci à vous.